Je vais refaire un petit bilan de ce qu'on avait commencé. Mais là, on s'est arrêté. On avait rempli nos 3 tubes, en fait. On avait mis dans le premier tube MA, dans le milieu A, on avait mis de l'eau, des sels minéraux, et on n'avait pas mis de levure. Pour ça, vous aviez marqué levure, mais vous avez barré, pour symboliser le fait que c'est un tube témoin, en fait. Et puis ensuite, dans le tube B, vous avez mis de l'eau, des sels minéraux, des levures sauvages, RHO+, et dans le tube C, vous avez mis de l'eau, des sels minéraux, des levures mutantes, RHO-. Et RHO, c'est le G. Je vais refaire un petit bilan de ce qu'on avait commencé, mais là on s'est arrêté, on avait rempli nos 3 tubes, en fait. On avait mis dans le premier tube MA, dans le milieu A, on avait mis de l'eau, des sels minéraux, et on n'avait pas mis de levure. Pour ça, vous aviez marqué levure, mais vous avez barré, pour symboliser le fait que c'est un tube témoin, en fait. Et puis ensuite, dans le tube B, vous avez mis de l'eau, des sels minéraux, des levures sauvages, RHO+, et dans le tube C, vous avez mis de l'eau, des sels minéraux, des levures mutantes, RHO-. Et RHO, c'est le gène, RHO+, RHO- sont les 2 allèles, et ça symbolise le programme génétique. Voilà. Maintenant, il nous reste à comprendre, alors il nous reste à, évidemment, regarder les résultats, les interpréter et conclure, évidemment. Mais là, on a le programme génétique. Il faut que je vous explique après c'est quoi la réaction du métabolisme, de manière à pouvoir faire le lien entre le métabolisme et le programme et voir s'il y a un lien entre les deux, de manière à répondre au problème, est-ce que le métabolisme est influencé par le programme génétique, oui ou non? Enfin, on sait bien que c'est oui, mais là, il va falloir qu'on le prouve avec cet exemple-là. Vous avez compris ça? Donc, je refais un petit bilan de ce qu'on avait fait. Vous regardez le schéma, la progression du schéma. Donc, on a marqué métabolisme PG, point d'interrogation. Est-ce que le métabolisme est influencé par le PG? PG, c'est quoi? C'est le programme génétique. Avec une petite nuance entre le programme génétique et le patrimoine. J'en avais parlé de ça ou pas? Voilà. Bon, la différence entre les deux, donc je ne reparle pas. Donc, on avait vu que la cellule, c'est le siège de réaction chimique. Et comme exemple de cellule, on a pris une levure. Alors, une levure, c'est un champignon microscopique qui fait partie des eucaryotes. C'est-à-dire qui ont un vrai noyau. Non mais vas-y, prends. Qui ont un vrai noyau. Et ce qui sera valable dans la levure, au niveau du raisonnement que l'on va faire après, on va considérer que pour chacune de nos cellules, c'est valable aussi. Alors attention, parce que nous, on a pris l'exemple du gène RHO, ça ne veut pas dire que nous, on a le gène RHO. En tout cas, si on prenait un autre gène, on essaie de voir son influence sur un métabolisme quelconque, on verrait que ça peut marcher peut-être ou peut-être pas. Alors, donc on a vu, donc grand A, métabolisme et programme génétique, donc dans le doc 1, une levure. La levure, si elle vit, enfin si elle existe, si elle est là, ça veut dire qu'elle vit et qu'elle est capable de se reproduire si les conditions sont optimales. Voilà, donc si elle vit, ça veut dire que dans sa structure, elle a une fonction métabolique, c'est-à-dire un ensemble de réactions chimiques. C'est ça qui lui permet de vivre. Donc ensuite, on avait mis une flèche entre métabolisme et puis levure et vie et reproduction. Ensuite, pour étudier la relation entre les deux, métabolisme et programme, on fait une étude expérimentale. Une étude expérimentale, c'est un ensemble de réactions, d'étapes en fait, et cet ensemble d'étapes que l'on fait, que l'on respecte, ça s'appelle un protocole. Donc c'est un protocole expérimental parce qu'on fait une expérience. Alors le principe, très important, souvent c'est ce que vous avez du mal à trouver, c'est le principe de l'expérience. Enfin, le principe en lui-même, voilà, c'est quoi? C'est mesurer O2. Nous, ce qu'on veut, c'est mesurer le dioxygène, O2. Pourquoi est-ce qu'on mesure la quantité de dioxygène dans le milieu, à votre avis? Donc on a bien le milieu. Le milieu, c'est l'environnement, en fait. Oui? Ah bah oui, ça c'est le problème, ça. Pour voir si le métabolisme réagit avec l'environnement. Ce sera le problème que l'on va faire une fois qu'on aura fini avec le PG. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'environnement, c'est le PG. Mais là, il faut quand même on est obligé, quand on fait une expérience, de tenir compte de l'environnement. Donc là, on crée des conditions dans l'environnement qui font qu'on va pouvoir étudier, par rapport au métabolisme, l'influence du PG. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on ait un environnement où les conditions environnementales soient les mêmes dans les 3 tubes. Voilà. De manière à ce qu'on puisse raisonner sur un seul paramètre. Et ce paramètre sur lequel on va raisonner, c'est le dioxygène. Et le dioxygène, son évolution dans le milieu, lorsqu'on met ou non une levure, va nous permettre de raisonner, d'interpréter des résultats pour dire il y a vraiment une influence du PG ou pas sur le métabolisme. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est la réaction du métabolisme va faire intervenir O2.
en fait. Mais comment? Quel est l'intérêt de mettre O2? Oui? Alors, oui. O2, si vous faites la respiration pulmonaire, O2 va passer où? Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ça, c'est la ventilation pulmonaire. Et on fait rentrer de l'air et l'air ressort. Donc si l'air rentre et sort, à la limite, ça ne sert à rien. Ou ça sert? Ça sert à quoi alors? À oxygéner quoi? Oui, donc on prend l'oxygène. Oui. Alors, attends, il faut lever la main. Oui. Oui, voilà. Donc lorsque vous inspirez, de l'air va passer dans les poumons. Et dans les poumons, du coup, il y a de l'air. Enfin, s'il y a de l'air, il y a de l'oxygène. Il y a combien de pourcentage d'oxygène dans l'air? À peu près 21%. Donc ça veut dire que vous avez vos 21% qui vont rentrer dans vos poumons, qui vont aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et ensuite, des alvéoles, une partie de l'oxygène va traverser la paroi des alvéoles, puis la paroi des capillaires sanguins, et se retrouver dans le sang. Donc ça veut dire que lorsque vous expirez, il y aura moins de dioxygène dans l'air que lorsque vous inspirez. Par contre, il y aura plus de CO2 à la sortie qu'à l'entrée. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire qu'on rejette le CO2. Donc là, par exemple, si on fait O2 rentre dans les poumons, je fais une flèche et CO2 sort. Donc ça veut dire que le corps va capter une partie de l'oxygène, mais va rejeter une partie du CO2. Mais d'où vient ce CO2? Alors lorsque vous inspirez, il y a combien? Il y a 0,03. Alors lorsque vous inspirez, il y a 0,03% de CO2 lorsque vous inspirez. Il y a 21% d'oxygène, il y a 0,03% de CO2. Mais lorsque vous expirez, alors ça dépend, il y a moins d'oxygène, donc moins de 21%, mais il y a plus que 0,03% de CO2. C'est normal. Hein. Ça, vous l'avez vu en 5e, puis un petit peu en 4e, pour ceux que j'avais l'an dernier aussi. Non, vous, c'était en 3e. Comment s'y retrouver dans tout ce que je vous ai dit là? Nous, ce qu'on veut, c'est revenir au point de départ, le métabolisme. La réaction du métabolisme, c'est quoi? PG, on connaît. Voilà, on connaît PG. PG, c'est quoi? C'est RHO avec ses deux allèles, plus ou moins. RHO plus ou moins. Voilà, là, on a notre PG. Mais la réaction du métabolisme, on ne l'a pas. Or, pour faire une expérience, il faut comprendre le principe. Donc, vous devez savoir quelle est la réaction du métabolisme sur laquelle vous allez raisonner. Alors, je vous écoute. Alors non, dans le métabolisme, ça ne correspond pas à la respiration pulmonaire. La respiration pulmonaire, ça sert à faire passer l'oxygène dans le sang. Mais une fois que l'oxygène est dans le sang, qu'est-ce qu'il fait, cet oxygène? Il va où? Alors oui, mais avant ça. Ah non. Oui, enfin il va dans les blancs aussi, parce que oui, mais en priorité, il faut qu'il aille dans des transporteurs, en fait. Les transporteurs sont les globules rouges. Donc si vous prenez un globule rouge, je vous en parle un petit peu, parce que comme ça vous aurez un petit peu d'avance pour la classe de première. Globule rouge, vous faites un globule qui est rouge. Noyau ou pas noyau? Pas de noyau dans les globules rouges. Alors, quelle est la forme du globule rouge? Alors, ça dépend. Si je vous dis quelle est la forme de mon stylo, là, globalement, cylindrique. Mais si je vous montre que ça, quelle est sa forme? Donc mon marqueur, il n'est ni long ni rond, mais il a des parties où c'est long et des parties où c'est rond. Donc si vous prenez un globule rouge, ça fait une sphère ou pas? Non. C'est un disque plat biconcave, en fait. Ça veut dire qu'il est comme ça, en fait. Voilà. Si on fait une coupe transversale, on obtient ça. Mais si on regarde, donc je fais les tirés, ce serait quelque chose de rond, avec une légère dépression à l'intérieur. Et cette dépression à l'intérieur, quelquefois, lorsque vous regardez au microscope, vous avez l'impression que c'est un noyau. Mais ce n'est pas un noyau, c'est simplement le creux. Et quand on dit biconcave, alors concave, vous pensez à la cave, on va vers le bas. Donc là, c'est concave et concave. Mais du coup, là, si c'est concave comme ça, de ce côté-là, c'est convexe. Et là, c'est convexe. Mais là, c'est 2 fois concave. Donc, c'est un disque plat biconcave. Et à l'intérieur, alors pourquoi est-ce qu'il est rouge? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des molécules d'hémoglobine, HB, qui vont capter l'oxygène du sang. En fait, vous imaginez un vaisseau sanguin. Voilà, je le fais, voilà votre capillaire sanguin. Le diamètre des capillaires, c'est à peu près le diamètre d'un globule rouge. À peu près, en gros. Donc ça veut dire que vos globules rouges, ils circulent, parce que le sang circule aussi. Mais de vos alvéoles pulmonaires, vous avez le dioxygène qui va passer dans le sang, donc qui arrive là. Et le dioxygène va se fixer, va passer dans les globules rouges pour aller se fixer
sur l'hémoglobine et former une hémoglobine oxydée. Oui, enfin qui contient de l'oxygène, une oxyhémoglobine, et non pas une désoxyhémoglobine. Et donc comme les globules rouges circulent, bah, ils vont aller, ils circulent, et à un moment donné, donc là je fais hop, le globule il arrive là, hop, il va sortir, alors pas lui il ne sort pas, mais imaginons, vous avez une cellule, elle a besoin de dioxygène, mais pour l'instant elle n'en a pas. Donc le dioxygène qui est là va ressortir d'ici, va passer ici, et hop, va rentrer à l'intérieur. Donc du coup vous vous retrouvez avec le dioxygène qui est là, O2, que je fais en rouge, qui se retrouve dans vos cellules. Après, j'efface tout ça, parce que ça, ce sont des explications en plus, mais vous devez les comprendre pour comprendre ce que vous faites. Là, du coup, vous voyez, lorsque j'efface absolument tout ce qui concerne les capillaires et les globules, il ne vous reste plus que l'oxygène. Mais dans votre tête, vous savez où se situe l'oxygène, dans les cellules. Maintenant, la question que je vous pose, et ce sera une question par rapport au métabolisme, à quoi sert ce dioxygène? Oui? Oui et non. À faire fonctionner, à faire vivre la cellule en tout cas. Donc, sous-entendu, bon. Mais ce qui va se passer avec l'oxygène, c'est une réaction parmi des milliards de réactions chimiques. Donc, on prend un exemple. Et c'est vrai que ça va faire vivre la cellule, fonctionner le métabolisme directement. Oui, c'est pas faux. Il y a des liens. Mais concrètement, la seule réaction chimique dont je parle, c'est laquelle? Oui, il y aurait. Alors, comme il y a de l'oxygène va oxyder quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? Alors, du carbone, parce que là, regardez, là, il y a oxygène et là, il y a carbone. Donc, automatiquement, il va nous falloir une molécule qui contient du carbone avant la flèche. Ben non. Le CO2 contient du carbone, mais c'est un déchet. Mais avant que le CO2 soit un déchet, ce n'était pas un déchet. Alors, tout comme j'ai fait la respiration pulmonaire avec un schéma, voilà, globule rouge, capillaire sanguin, il faudrait faire un schéma pour montrer que le carbone arrive. Là, automatiquement, il va nous falloir du carbone ici. Mais est-ce que le carbone à l'état atomique, il existe dans nos cellules? Ben non, il n'existe pas. Il est toujours relié à quoi? Remontez un petit peu en arrière. On a vu quelle est l'unité chimique du vivant. C'est quoi? On a vu le côté atomique et le côté moléculaire. Dans les atomes, quels sont les atomes les plus importants? Alors, carbone. Alors, il y a oxygène, évidemment. Il y a le carbone, il est marqué là-bas. Il y a hydrogène. Bon, il y a d'autres aussi, mais globalement, on a bien notre carbone. Après, l'étape d'après, on avait vu que ce carbone, il n'existe pas à l'état atomique. Il est toujours relié à quelque chose, à d'autres atomes. Donc, quels sont ces autres atomes? Oxygène, hydrogène, etc. Azote aussi. Mais quelle molécule? Oui. Il est intégré dans quelle molécule? Souvenez-vous ce qu'on avait fait. Oui, il sera relié à de l'hydrogène, c'est vrai, oui. Voilà. Et quel type d'aliment? Dans quel type d'aliment le carbone est intégré? Ça y est, on y arrive, aux molécules GPL, donc glucine, lipine, protéines. Donc, pourquoi vous mangez, du coup? Parce que vous avez faim pour satisfaire la faim? Le grand but, voilà, le but ultime de la nourriture, c'est d'arriver à ça, justement. Et ce ça, c'est quoi? C'est... Oui, mais avoir plutôt des aliments qui contiennent du carbone, et ces éléments seront oxydés. Mais quel est l'élément qui va être oxydé en priorité? Je dis en priorité, c'est entre guillemets, dans notre exemple en tout cas. Oui? Ah ben non, pas l'hémoglobine, non. Non. Oui, vas-y. Est-ce que ça veut dire que si on ne mangeait pas, on ne retrouve pas ce... Bah oui. Si tu manges pas, alors ça dépend comment on voit les choses, mais si tu manges pas, si tu manges jamais, tu n'as pas d'aliment. Si tu respires, si tu inspires, expires, tu auras l'oxygène, mais tu n'auras pas le reste. Donc tu ne pourras pas vivre. Tes cellules elles-mêmes ne pourront pas vivre, et si les cellules meurent, ton organisme meurt. Alors maintenant, je reviens à ma question. Quel est l'élément qui va être oxydé dans notre réaction du métabolisme? Si on mangeait que les éléments qui ne contiennent pas de carbone, est-ce que ça aurait un impact sur notre corps?
Oui, il y aura un impact. Maintenant, tu as d'autres éléments qui ne contiennent pas de carbone et qui sont oxydés aussi. Alors oui et non. Là, il faudrait qu'on en rediscute dans un autre débat. Mais là, pour aujourd'hui, on va se polariser sur quelque chose qui est faisable. Mais oui, mais on n'a pas de carbone tout seul. Et là, je ne voudrais pas vous... Mais oui, c'est les aliments. Mais un aliment, c'est une pomme de terre. Levez la main. Oui. Ben oui. Bon, imaginons, vous avez une pomme de terre. Vous mangez la pomme de terre. Voilà, vous avez une pomme de terre. Voilà, elle est là. Vous la voyez, elle est dans ma main. Vous la voyez? Une pomme de terre, c'est pas fait pour jouer à la pétanque. C'est fait pour quoi? Voilà, vous la mangez. Une fois qu'elle est dans la bouche, il se passe quoi? Ah, ben voilà, ça devient du glucose. Comment? Alors, sous l'action de la digestion, bon, on ne va pas en parler, mais à un moment donné de l'étape de la vie de la pomme de terre, bah, elle va se transformer en des milliards de petites molécules que l'on appelle du glucose. Autrement dit, votre pomme de terre, là je fais pomme de terre, TDT. C'est un aliment ou un nutriment? Alors c'est quoi la différence entre aliment et nutriment? Oui? Alors un des deux, vas-y. C'est la quantité. Oui et non, vas-y. Voilà. Le nutriment, ça c'est aliment. Et ça c'est nutriment, N. ALT, donc. Là vous avez la pomme de terre et là vous avez le glucose. Sous l'action d'enzymes digestives, vous avez la digestion qui se fait. Et la digestion c'est quoi? C'est la transformation d'un aliment en un nutriment. Et pourquoi est-ce qu'on oblige cette pomme de terre qui n'a rien demandé à personne à devenir du glucose? Est-ce que vous avez déjà imaginé une pomme de terre que vous avalez sans la mâcher? Elle va dans votre estomac, dans l'intestin grêle et elle passe directement dans le sang. Donc, quel est l'intérêt de la digestion? Une molécule qui soit toute petite et qui puisse passer dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que, tout comme tout à l'heure, j'avais fait un vaisseau sanguin. Là, je refais un vaisseau sanguin, donc un capillaire sanguin, admettons. Et est-ce que le capillaire peut accueillir la pomme de terre? Donc l'objectif de la digestion, c'est de transformer la pomme de terre en molécules toutes petites. Et cette molécule, alors il faudrait faire l'appareil digestif ici, les villosités intestinales de l'intestin grêle. Donc vous auriez le glucose, donc qui provient de la digestion. Donc là vous avez l'intestin grêle, etc. Et ce glucose va traverser les parois, les petites parois, pour arriver dans un capillaire sanguin. Là où il y a, qui eux possèdent quoi? L'oxygène relié à l'hémoglobine. Donc ça veut dire que l'intérêt de la respiration pulmonaire, c'est de faire passer de l'oxygène dans le sang. Cet oxygène doit arriver aux cellules. Et l'intérêt de l'alimentation, c'est de transformer certains aliments en glucose. Et ce glucose doit arriver là-bas, c'est-à-dire au niveau de ma réaction du métabolisme. Donc là, je marque glucose. Ça veut dire, dans mon métabolisme, j'aurai oxygène plus glucose va me donner un rejet de CO2, un rejet d'eau plus, très important, de l'énergie. Et donc ça, c'est bien l'oxydation du glucose qui produit de l'énergie. Et c'est cette énergie qui permet à vos cellules de vivre. Vous comprenez ça? Donc là, voilà, lorsque vous faites une réaction, lorsque vous faites une expérience, vous devez comprendre le principe. Mais seulement le principe, il n'est pas noté tout le temps. C'est à vous, avec vos connaissances et votre raisonnement, c'est à vous de déduire les choses pour mieux comprendre les résultats et les interpréter mieux après. C'est comme ça que vous pouvez avoir de super notes. C'est en prévoyant les choses, en imaginant, en réfléchissant, en raisonnant et en travaillant comme vous le faites habituellement. Vous êtes des travailleurs, j'ai rien à vous reprocher. Mais seulement, il faut apprendre aussi à raisonner. Vous devez apprendre à réfléchir de la bonne façon. Et pas en disant
des choses futiles et sans importance. Non, là vous êtes en science, il faut raisonner bien. Voilà. Autrement dit, tu voulais dire quoi? Une question qui a presque rien à voir. Est-ce que le fait qu'on approche les 10 milliards de personnes en 2050, est-ce que le fait qu'on rejette du CO2, ça peut avoir un Oui. impact sur la population? Oui, ça contribue automatiquement. Au niveau de la respiration pulmonaire, tu veux dire? Oui, ça contribue automatiquement. C'est-à-dire que même nous, on contribue... Bah oui, bon maintenant les pourcentages sont moins importants que ce que l'homme a fait pendant la révolution industrielle, mais oui, on contribue. Si vous êtes dans une salle... Attends, je continue dans le raisonnement ici. Si vous êtes dans une salle, vous êtes tout seul, vous prenez de l'oxygène. Donc imaginons que la salle soit une pièce close. Donc ça veut dire, vous respirez, vous inspirez, expirez, vous prenez de l'oxygène, donc dans la salle, la quantité d'oxygène diminue. Mais en même temps, vous rejetez le CO2, donc la quantité de CO2 augmente pour une personne. Ça, on pourrait le mettre en évidence avec une sonde, un appareillage, une expérience Exao, et puis on verrait bien sur l'écran que l'oxygène diminuerait dans la salle en 1 heure, 2 heures, 3 heures, et la quantité de CO2 augmenterait. Si vous êtes 10 personnes, ce serait 10 fois plus rapide d'un côté ou de l'autre, et si vous êtes 100, c'est pareil. Donc si tu raisonnes sur 10 milliards, tu es obligé de dire que les êtres vivants qui rejettent du CO2 contribuent à augmenter l'effet de serre. Maintenant, est-ce que c'est intégré dans l'effet de serre naturel ou pas? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est capable de créer du CO2? C'est-à-dire de créer du CO2. En fait, je ne comprends pas comment on peut utiliser le CO2 et rejeter du CO2 et qu'il y ait encore du... Encore du quoi? Encore du CO2. Alors si on épuise tout le CO2, comment on peut encore en avoir? De l'O2, pardon. Ah, de l'O2. Ah oui, mais si tu raisonnes O2 ou CO2, c'est pas pareil. Eh bien, parce que les plantes, elles, rejettent le dioxygène. L'équilibre, nous, si on prend de l'oxygène, c'est grâce aux plantes. S'il n'y avait pas de plantes, on ne pourrait pas vivre. Voilà. Donc, ce qui est apparu en premier, les plantes sont apparues avant la faune, en fait. La flore est apparue avant la faune. Et la flore, à un moment donné de l'évolution de la Terre, de l'évolution de l'atmosphère de la Terre, avant, il n'y avait pas d'oxygène. Et puis, des plantes sont apparues, voilà. Et puis, elles ont rejeté beaucoup de O2. Cet O2, après, a pu permettre à la faune de vivre. En faisant justement cette réaction-là du métabolisme, c'est-à-dire oxygène oxyde le glucose pour produire de l'énergie. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas vivre. Et c'est au niveau cellulaire que ça se fait, en fait. Voilà. Alors, une dernière question, vas-y. Aujourd'hui, si on fait une déforestation massive, on est sûr de loin. Si on retire les plantes, c'est sûr qu'on a un grave problème. Hein. Alors, il n'y a pas que les arbres, etc. Il y a, dans les océans, vous avez une microfaune aussi, et une microflore. Ça veut dire que vous avez beaucoup de dioxygène qui est créé par des micro-plantes, entre guillemets, des océans aussi, en grande partie. Bon, donc là, est-ce que vous avez compris que l'intérêt de la respiration pulmonaire, c'est de faire passer de l'oxygène dans le sang, c'est ça? Oui. Oui, si. Et après, l'intérêt du système cardiovasculaire, c'est de quoi? Cardio, ça veut dire cœur, vasculaire, ça veut dire vaisseau sanguin. L'intérêt du fonctionnement du système cœur-vaisseau, c'est d'amener cet oxygène jusqu'aux cellules, toutes les cellules de l'organisme. Attends. L'intérêt de la nutrition, de l'alimentation, c'est quoi? C'est de faire passer du glucose, des nutriments en fait. Voilà. Parce que si on prend des glucides, le nutriment c'est le glucose. Si on prend des protides, les nutriments c'est quoi? Acide aminé. Et si on prend des lipides, nutriments c'est glycérol plus acide gras. Non, le lipide c'est un aliment. C'est une grosse molécule. Mais le nutriment des lipides, c'est-à-dire ce qui provient de la digestion des lipides, par des enzymes qu'on pourrait appeler par exemple des lipases, eh bien ça donne... Donc là par exemple vous auriez... Alors les glucides donnent du glucose,
Les protéines ou protides vont donner des acides aminés, c'est-à-dire acides aminés, c'est le nutriment des protéines. Les lipides que vous mangez, le beurre, l'huile, etc., vont donner des nutriments qu'on appelle glycérol plus acides gras, qui vont passer dans le sang, qui vont passer dans le sang. Donc là, on aurait glycérol plus acide gras. Donc là, on aurait 1, 2, 3, 4 types de nutriments. Alors, qui contiennent du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, et puis autre chose. Bon. Et en grande majorité, ce sont ces trois atomes. Alors après, nos cellules, nous, on a fait le choix de prendre le glucose comme exemple de réaction du métabolisme. Vous comprenez ça, hein? Et on aurait pu faire l'essai avec un acide aminé aussi. Voilà, ou avec... Et on a choisi cette réaction-là. Pourquoi? Parce qu'elle est très très importante. Regardez, si vous prenez une cellule, je dessine une cellule, donc avec sa membrane, le cytoplasme et le noyau. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? De l'oxygène ou pas? Bah oui. Du glucose ou pas? Bah oui. Donc ça veut dire, si vous avez les deux, indirectement, vous allez avoir production d'énergie. Donc votre cellule ici, elle est capable de vivre, puisqu'elle a de l'énergie. Si vous prenez une cellule musculaire, il lui faut de l'énergie pour travailler, pour faire travailler vos muscles et que vous puissiez courir, admettons, ou faire autre chose. Maintenant, comment s'appelle cette réaction du métabolisme? Alors, pour vous aider, comment s'appelle la réaction, la fonction de l'organe, poumon, qui permet de faire passer l'oxygène de l'air dans les globules rouges? C'est la respiration pulmonaire. Respiration, ça fait penser au passage de l'oxygène dans les poumons, puis dans le sang. Et là, c'est la respiration dans une cellule. Donc, c'est la respiration cellulaire. Vous voyez? Autrement dit, l'intérêt de la respiration pulmonaire, c'est un petit peu plus loin qu'il y ait aussi une respiration cellulaire. Voilà, c'est le but des poumons. Les poumons, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous aider à prendre de l'oxygène et à mieux véhiculer cet oxygène jusqu'aux cellules. La cellule, elle possède de l'oxygène, elle est heureuse de vivre, elle produit de l'énergie, et si elle est même tellement heureuse, elle est capable de se diviser en deux. Quel est l'objectif d'une cellule du corps? Quel est l'objectif de la cellule œuf? Se reproduire. Voilà, en donner deux. Chacune des deux cellules, à son tour, lorsqu'elle aura les conditions, elle va être capable d'en donner deux. Donc ça fera 4, et puis 8, puis 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056, combien? 2048? Parfait, vous êtes de bons calculateurs. Et puis après, ces amas de cellules vont s'organiser pour former un être vivant. Oui? On pourrait, mais la vie est compliquée parce qu'il n'y a pas que la réaction de production de l'énergie. Il y a d'autres réactions en parallèle qui vont se produire. Voilà. Bon, alors, voilà. Autrement dit, si je résume, la réaction du métabolisme que vous allez étudier, c'est la respiration cellulaire. Vous avez compris ça? Donc tout ça, eh bien, avant d'interpréter les résultats, vous devez l'avoir en tête, ça. Ça veut dire qu'avant de faire les choses, il faut faire une réflexion des choses, une réflexion des connaissances, de tout ce qu'il y a autour de l'oxygène. Parce que regardez, maintenant je vais tout effacer. Mais je vais juste laisser quoi? J'enlève ça. Et là, vous imaginez que si j'écris juste O2, eh bien, on sait bien qu'on veut étudier l'évolution de l'oxygène en présence ou en absence de levure. Eh bien, vous voyez que s'il y a juste ce mot-là, vous avez plein de choses à connaître autour, plein de choses à dire autour. Vous comprenez bien ça, que c'est très important de le faire. Alors maintenant, si on anticipe un petit peu, on se dit, on a 3 tubes, le A, le B, le C. Dans le premier tube, on met quoi? Alors, on met juste de l'eau, on met des sels minéraux, et on ne met pas de levure. Voilà. Donc là, du coup, je vais reprendre le schéma au tableau, parce qu'on s'est arrêté là. On s'était arrêté là la fois dernière. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai refait ma séparation. Donc là, on a le premier tube. Alors, je fais juste des flèches ici. Donc, on avait de l'eau, des sels minéraux et levure, je barre. De l'eau,
des sels minéraux. Alors des levures, on va voir après. De l'eau, des sels minéraux et des levures. Alors dans le premier cas, les levures étaient sauvages. Et dans le deuxième cas, les levures étaient mutantes. Alors vous aviez un gène RHO avec son allèle plus. Donc l'allèle RHO+, c'est le plus représenté dans la nature. N'oublie pas ça. Et la levure mutante, RHO-. Voilà. Donc là, ça veut dire on a notre programme génétique. Le PG, on l'a. Voilà où on s'était arrêté. Après, on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Vous remettez. Alors, je ne vais pas encadrer pour ne pas gaspiller les marqueurs. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse 1 minute se reposer. Donc, vous marquez 1 minute, 1 minute, 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On met 0,2 ml de saccharose. Pareil dans l'autre cas. 0,2 ml de saccharose. 0,2 ml de saccharose dans le milieu C aussi. Alors maintenant que vous avez bien la réaction du métabolisme en tête. Donc là, dans un petit coin de votre cahier où vous regardez ici, on a O2 plus glucose donne CO2 plus H2O plus énergie. Voilà. Alors, donc ça, ce sera la réaction du métabolisme. Le programme génétique, ce sera RHO plus RHO moins. Voilà. Non, mais ça, c'est un point de repère, en fait. Donc, est-ce que le PG influence le métabolisme, PB? Voilà. C'est pour que vous ayez ça en tête, en fait. Donc maintenant, on raisonne. On se dit, à quoi sert le saccharose? Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est que le saccharose. C'est quoi? Oui? Voilà, c'est un sucre. Tout ce qui se termine par ose, souvent c'est un sucre. Saccharose, glucose, fructose, arabinose, etc. Ose, ça veut dire sucre. Oui? Alors c'est un nutriment, oui. Alors le glucose, oui, vas-y. Juste, c'est RHO plus et RHO moins. C'est ça. RHO plus, RHO. Le gène, c'est RHO. Et les deux allèles, c'est RHO plus, c'est le plus et le moins. Deux allèles. C'est-à-dire deux versions différentes du même gène, en fait. Maintenant, vous dites le saccharose. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est du glucose. On voudrait savoir si les levures sont capables d'oxyder du glucose. C'est-à-dire, sont capables de faire cette réaction du métabolisme ou pas, en présence ou en l'absence des gènes RHO plus ou RHO moins. Vous l'avez en tête, ça, sûr. Bon. Maintenant, on se dit, on met du saccharose. Pourquoi? Pour le glucose, mais saccharose, glucose, c'est pas la même chose. Les deux mots ne sont pas pareils. Alors, une chose que vous ne savez pas, je vous le dis à ce moment-là, c'est que le saccharose, c'est un glucose relié à un glucose. Donc, si on fait la digestion du saccharose, on obtient 2 molécules de glucose. Donc, du coup, on a bien notre glucose ici. D'accord? Donc, on donne la possibilité à nos levures d'avoir de l'oxygène et d'avoir du glucose. Donc, si elles ont les deux, alors elles vont faire ça. Alors elles pourront vivre et se reproduire. Si elles ne peuvent pas, si par exemple elles ont de l'oxygène, elles ont du glucose, et si on voit qu'elles ne produisent pas d'énergie, alors, voilà. Mais ça voudra dire que O2 dans le milieu, soit va rester constant, soit va augmenter. Une levure n'est pas une plante, donc on enlève ça. Donc du coup, O2 ne peut que soit rester constant, soit diminuer. Vous comprenez bien ça? Donc dans votre raisonnement, lorsque vous écrivez ça, il faut que dans votre tête, vous pensiez à tout ça. Et là, à ce moment-là, vous avez un raisonnement parfait. Alors après, qu'est-ce qu'on obtient? Donc vous remettez 3 flèches vers le bas. On obtient des résultats. On obtient des résultats. Dans la démarche d'investigation, on est dans l'étape résultat. Donc vous marquez résultat A, résultat B et résultat C. On marque le mot résultat pour mettre en évidence le fait qu'on est bien dans la démarche d'investigation qui nous permet d'obtenir des résultats que l'on va ensuite interpréter. Alors, les résultats, c'est quoi? Eh bien, alors vous remettez 3 flèches vers le bas pour bien détailler les étapes. Oui? Alors, c'est ça. Donc, il ne se passe rien, ça veut dire qu'il faut regarder les courbes en bas à droite de votre page 38. Oui? Voilà, je savais que tu allais le dire. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est constant ou est-ce qu'on peut considérer que ça diminue? Alors, maintenant, vous raisonnez. Vous dites, je considère que c'est constant, ça diminue un tout petit peu. Là, si ça diminue un tout petit peu, il faut qu'on l'interprète aussi. Il faut savoir pourquoi. Mais vous dites, j'ai pas de levure. Et vous vous dites, normalement, mes levures doivent prendre de l'oxygène. Et là, vous dites, j'ai pas de levure et l'oxygène diminue un petit peu. Ça voudra dire, est-ce que j'aurais pas, dans mon milieu, mal fait ma manipulation, introduit des microbes ou alors
trop chauffer la pièce ou je sais pas quoi, parce que si on chauffe trop, les gaz s'échappent. Voilà. Si vous prenez de l'eau, vous mettez des poissons à l'intérieur, si vous voyez que vos poissons commencent à pencher sur le côté, c'est parce qu'il y a c'est parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, parce que votre eau est trop chaude. Donc à ce moment-là, il faut vite aller dans le frigo, hop, ou le congélateur, vous mettez plein de glaçons de manière à refroidir l'eau. Et votre poisson, après, il reprend vie normale. Enfin, en espérant qu'il soit pas mort entre-temps. Bon, bref, je ne sais plus ce que je disais du coup. Tu m'as eu là. Tu m'as déstabilisé, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je disais quoi en fait? Je ne sais plus ce que je disais. C'était constant ou pas? Ah oui, oui, oui. Alors, donc là, dans la logique, on va voir la courbe A, on voit que ça diminue un tout petit peu. On va dire que ce sont les conditions expérimentales, bon, mais que O2 est constant. Vous êtes d'accord avec ce principe? Hein? Allez, O2 constant. Je marque en rouge. Oui, ah bah oui, si vous voulez. Après. Alors attention, si je marque O2 tout seul, ça veut dire O2. Mais si je mets entre crochets, ça veut dire la concentration en dioxygène. Donc là, on va dire que la concentration en dioxygène est constante. Donc la concentration en dioxygène est constante. Et dans votre tête, vous réfléchissez, vous dites, mais c'est normal que ce soit constant ou pas? Eh bien, vous dites oui, parce qu'il n'y a pas de levure. Donc s'il n'y a pas de levure, elles ne vont pas utiliser la respiration cellulaire pour produire de l'énergie, puisqu'il n'y en a pas. C'est logique. Après, dans le milieu B, alors vous regardez la courbe, quelle couleur la courbe? Vous avez le livre en parallèle, hein? Il faut ouvrir le livre. Il faut toujours avoir un livre avec soi pour réfléchir, hein, si vous n'avez pas de livre. Alors, c'est la courbe verte. Et là, vous voyez bien que la quantité de O2 diminue beaucoup ou pas? Bah oui. Donc là, vous marquez que la concentration de dioxygène diminue fortement. Et là, vous vous dites, bon, ce sont des levures sauvages, c'est normal qu'elles vivent, parce qu'elles sont le plus représentées dans la nature, c'est normal qu'elles fassent la respiration cellulaire. Ça vous paraît logique ou pas? Oui. Bah oui, évidemment. Après, donc là, vous pensez bien que cette levure-là, elle est RHO+. Hein. Donc là, je rajoute en rouge RHO+, enfin, je repasse le noir en rouge. Pour bien mettre l'accent sur le fait qu'on a bien un gène, un allèle même, O2 est utilisé, donc le métabolisme, enfin la réaction du métabolisme va se faire. Maintenant, dans l'autre cas, pour le tube C, alors constant, la concentration de O2 est constante. Donc la concentration de O2 est constante. Et là, vous vous dites, là, il y a un problème. Parce que vous avez... Oui. Ah bah non. Oui, mais elles ne peuvent pas créer de l'oxygène, puisque l'oxygène diminue. Ah, tu veux dire... par rapport à la première courbe qui diminue un tout petit peu? Oui, on pourrait le dire, mais on a dit que c'est les conditions expérimentales qui font que, normalement, c'est constant dans les deux cas. On devrait avoir une droite, en fait. Oui? Attends, les deux filles, vous voulez arrêter de parler? Vas-y. On peut dire que les levures mutantes n'utilisent pas d'oxygène. Oui, voilà. Là, ça veut dire que, avant d'interpréter, mais vous anticipez l'interprétation lorsque vous constatez ça. Ça, c'est le résultat. Et rien d'autre. On fait juste que noter le résultat. Et on dit O2 est constant. Et là, vous dites, il y a un problème, automatiquement, parce qu'il y a des levures, et elles ne font pas, elles n'utilisent pas l'oxygène. Donc vous dites aussi que automatiquement il n'y a pas la respiration cellulaire, il n'y a pas la réaction. Et vous dites encore plus que du coup elles vont mourir. Voilà, un peu. Voilà, oui, elles sont obligées de mourir. Et là vous dites, quelle est la seule différence entre les deux? C'est bien la différence au niveau génétique. Là vous avez RHO-, et de l'autre côté vous avez RHO+. Donc vous dites, c'est sûrement le fait que le gène soit RHO- qui fait que l'oxygène n'est pas utilisé. Oui? Oui, voilà, c'est ça. Non seulement parce qu'elles meurent, mais parce qu'elles ont un allèle rare. Le fait qu'elles soient rares, le fait que cet allèle soit représenté rarement, fait qu'on appelle cette levure mutante. Enfin, on dit qu'elle est mutante. Oui. Et la teneur en dioxygène qui vient dans l'expérimentation, oui. ça vient des gènes?
Ah non, non. Alors pourquoi Non, mais après, il y a tout un non-dit entre les deux. oui, Il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer. Enfin, là, ce qui change, c'est les gènes. Ouais, oui. Et vous avez dit que c'était du coup, là, c'est des constantes parce qu'on n'avait pas assez utilisé le dioxygène. Oui. Mais le dioxygène, il ne se trouve pas dans les gènes. Non, mais ça veut dire que le programme va influer sur le fait que O2 est utilisé ou pas. Maintenant, on n'explique pas comment, on n'en sait rien. Tu vois, on fait juste la relation entre les deux. Tu vois, on se dit, bon. Après, là, ce serait un autre problème. Il se passe quoi entre PG et la non-utilisation ou l'utilisation de O2? Ça, c'est encore un autre point d'interrogation, mais qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, et je ne sais même pas si je pourrais le faire. J'en sais rien, en fait. Vous voyez? Parce que la levure, elle possède ce gène-là, elle possède O2 qu'elle utilise ou pas, bah, il se passe quoi? Je ne sais pas. Hein, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce qu'un généticien pourrait le faire? Un spécialiste autre que moi, un médecin, je ne sais pas, peut-être que oui. Voilà. Si vous avez des parents qui s'y connaissent, demandez-leur. Vous allez voir. C'est pas simple. Hein. Je ne sais même pas si l'explication, elle existe. Mais en tout cas, bon, bah, c'est comme ça. C'est un constat. C'est simplement un constat. Hein. Alors, et là, vous voyez, on n'a pas interprété, hein, mais vous savez déjà ce que vous allez mettre dans l'interprétation. Donc du coup, 3 flèches vers le bas, et vous marquez quoi? Interprétation dans les 3 cas. Moi, je mets juste un petit i, et je reporte l'interprétation sur ce tableau-là. Donc voilà, donc je remarque 3 fois la flèche, voilà, avec son interprétation. Je refais 3 flèches vers le bas, pour bien marquer les étapes de la démarche d'investigation. Bon, le tube A, on va dire, c'est l'expérience témoin. Oui, parce que c'est important. Expérience témoin. Alors, c'est pas à connaître par cœur, hein, c'est au niveau du raisonnement que c'est important. Enfin, vous devez savoir raisonner ce genre de choses. Donc, c'est pourquoi? C'est pour vérifier que O2 n'est pas utilisé en absence de levure. Donc là, c'est entre parenthèses. Hein. C'est simplement pour vérifier que O2 n'est pas utilisé en absence de levure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre source d'être vivant ou d'un phénomène physique ou mécanique, etc., qui fasse que l'oxygène varierait. Donc, expérience témoin. Vérifier que O2 n'est pas utilisé en absence de levure. Bon, j'efface pour que j'ai plus de place au milieu. Et deuxième interprétation, l'interprétation du résultat, c'est que les levures sauvages RHO+, utilisent O2 et saccharose, alors je mets saccharose et non pas glucose, pour assurer la quoi? Voilà, la respiration cellulaire, virgule, c'est-à-dire une réaction du quoi? Du métabolisme. Voilà. Donc là, ça veut dire que, voilà, on a nos levures RHO+, elles sont sauvages, donc bien représentées dans la nature. Elles sont capables de vivre, de se reproduire, grâce à l'énergie qui sera produite à l'issue de la respiration cellulaire. Ce qui est normal, c'est pareil chez vous, chez les animaux et les plantes. Ça, c'est la logique. Alors, ensuite, j'efface pour laisser plus de place dans la 3e colonne. Ah bah oui, mais vous savez, c'est comme si vous connaissez l'histoire de la savane avec ses antilopes? Vous imaginez, vous êtes tous des antilopes. Et puis vous avez à l'arrière une troupe de lions qui vous suit. Les lions vont manger qui? Celui qui est le premier dans le groupe à courir, à s'échapper, ou celui qui est le dernier qui va traîner, qui sera faible? Eh bien, les lions mangent les faibles. Dans notre société, il faut s'apprendre à accélérer un petit peu les choses, des fois. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Ah oui, mais c'est cruel de dire ça. Là, je ne suis pas d'accord avec ton principe. Dis, ça fait un nettoyage, mais non. Non, mais tu as raison, la loi du plus fort. Voilà, les plus faibles se font avoir, se font manger dans les antilopes, tu veux dire. Bon, évidemment, tu ne parles pas des humains, évidemment. Bah, évidemment. Alors, 3e cas, 3e tube, les résultats, on les interprète, et c'est là où on a un problème, en fait. C'est là où, dans votre tête, vous dites, bah, c'est bizarre. Et ce bizarre, en fait que... Ben vous allez dire, ah ben ça y est, j'ai compris, c'est le fait qu'il y ait le gène RHO-
qui fait que l'oxygène n'est pas utilisé. Donc, le programme influe sur le métabolisme. Bon, alors, attends, après, juste après. On écrit dans notre élan, alors, un petit peu comme on a écrit pour le tube du milieu, mais dans le négatif. Alors, O2 n'est pas utilisé par les levures mutantes RHO-, même en présence de saccharose. Donc, la respiration cellulaire, c'est-à-dire la réaction du métabolisme, n'est pas assurée. 3 petits points, nos levures vont, entre guillemets, sans doute mourir. 3 petits points. Oui? Je comprends pas parce que c'est pas clair. Parce que si on est tombé sur un programme génétique qui marchait, Oui. on a compris que c'était bon alors Oui. Mais les scientifiques ont fait plein d'expériences en parallèle et ils se sont aperçus que c'est avec ces deux gènes-là que ça ne marchait pas. Vous voulez que je me décale? C'est-à-dire que on vous présente une expérience, en science, on s'arrange pour que ce qu'on veut démontrer, ça marche avec au moins un gène, tu vois, et ces allèles. Maintenant, oui, enfin, il y a encore une conclusion à écrire, mais bon, on va presque écrire la même chose. Donc vous voyez, si par exemple, vous devez analyser des documents, vous voyez bien qu'il y a plein de choses à réfléchir. Il ne faut pas vous contenter il faut élargir le champ d'investigation. Alors, tu voulais me dire quoi? Alors, les mutations, c'est une petite variation au niveau d'un gène. Une variation aléatoire, très rare. Mais ça, vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit l'an prochain en première scientifique. Là, pour cette année, je peux juste te dire qu'on a des molécules d'ADN, et puis je ne vais pas vous dire sa constitution parce qu'on va l'étudier cette année. Donc je ne vais pas vous dire les résultats. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un point au niveau de l'ADN qui va être modifié et qui fera que le gène sera différent d'un gène, entre guillemets, sauvage. C'est-à-dire représenté largement à l'état naturel. Dans ce cas-là, c'est un peu bizarre parce qu'on a des levures sauvages avec RHO+, des levures mutantes avec RHO-, mais du coup, dans les levures mutantes et RHO-, il y a deux variables. C'est-à-dire Ça diffère du premier en deux choses. C'est-à-dire lesquelles? L'une ou l'autre, c'est pas le même allèle, et en plus, c'est pas la même levure. Attends, je ne comprends pas ce que tu dis. Dans les mutants, tu dis il y a deux choses. Diffère de la première. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est RHO-. Alors, c'est le fait que le gène possède l'allèle RHO-. Ok, après, et la deuxième chose? C'est que la levure soit mutante. Ah non, mais c'est pareil. Non, c'est le fait qu'elle soit RHO-. Elle est mutante parce qu'elle est RHO-. Ah, d'accord. Je pensais qu'elle est mutante et en plus, elle est RHO-. Non. Le fait qu'elle est mutante par rapport au gène RHO. Mais elle n'est pas forcément mutante pour le reste. Il me semble qu'on a déjà vu la mutation de certaines espèces pour s'adapter à leur milieu. Oui. Alors attention. Là, tu parles de la sélection naturelle. Attention, il ne faut pas confondre. Si par exemple, vous prenez, alors l'exemple typique, en fait, souvent, c'est la girafe, en fait. Vous êtes en Afrique, vous avez une girafe, et vous avez des arbres. Et vous avez des arbres de différentes hauteurs. Mais vous avez des girafes qui ont toutes la même grandeur. Puis à un moment donné, la girafe, elle ne peut plus attraper la végétation des arbres qui sont trop hauts. Sous-entendu, on imagine que ceux qui sont plus bas ont disparu. Donc les girafes vont mourir. Vous comprenez ça? Suivez le fil sans rien dire. Maintenant, imaginons une girafe à un petit qui a un cou plus grand. C'est-à-dire que les girafes sauvages, mais sauvages dans le sens génétique, ont un jour, l'une des petites girafes nées, un jour a eu une mutation, il s'est produit une mutation